Bonjour à tous et bienvenue. On va commencer le stream. Hello Anthony, ça fait plaisir que tu sois là. Hem, alors moi je vais me présenter, donc je suis Fanny, je suis, social media manager à la Wildcat School. Donc pour vous présenter, rapidement, la Wildcat School, c'est donc une école qui forme au métier de la tech. On a 4 domaines, donc développement web, data et IA et l'Opwish, infrastructure et cybersécurité et product design. On a 6 campus en France et un campus à distance et on a 2 cursus, donc un cursus bootcamp de 5 mois et un cursus en alternance qui va durer 15 mois. Ça, c'est pour la présentation de l'école. Aujourd'hui, on commence du coup le troisième épisode d'Into the Wild. Donc, c'est un format pour mieux comprendre les métiers de la tech et les actualités de la tech, donc que vous soyez, débutant ou expert dans la tech et on sera là un mardi sur 2, donc avec un domaine à chaque fois, parmi les 4 que je vous ai cités juste avant. Aujourd'hui, du coup, on se concentre sur la cyber et du coup, on est avec Aurélien. Je te laisse te présenter si tu veux, Aurélien. Yes, bonjour Fanny, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Aurélien, je suis formateur à la Well Code School dans le cursus cyber du coup et je m'occupe principalement de la formation, qui s'appelle ASD, administrateur système, DevOps, pour laquelle on aborde, tous les aspects du métier DevOps. Je ne sais pas si vous connaissez, pour certains d'entre vous. C'est un métier qui est assez récent, même si on en parle de plus en plus, sur lequel il y a tout un tas d'aspects, de tout un tas de casquettes. Il faut connaître un peu de dev, il faut connaître un peu, de l'administration système, surtout sur des systèmes Linux et on aborde également, en transverse de tout ça, le sujet dont on va parler un peu avec, Fanny, sur la cybersécurité puisque ça fait partie des éléments qu'on aborde, en DevOps. Exactement. Merci Aurélien pour cette présentation hyper complète. Donc aujourd'hui, on a un programme, assez chargé. On va essayer d'être dans les temps. Donc on a 2 articles et une vidéo YouTube dont on va vous parler, donc en lien avec, les cybermenaces. Donc, un article sur, des services pour produire des faux comptes sur les réseaux et on va voir comment ça peut justement, avoir un impact sur votre sécurité en ligne. On va aussi parler de la cyberattaque de Boeing. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, dans les infos et également, d'une vidéo YouTube, donc de Simon Puech, j'espère que je le dis bien, qui a fait une vidéo, récemment sur, une grosse fraude en ligne et comment elle s'était organisée, donc on va un peu revenir là-dessus, aussi. On a 2 commentaires, donc bonjour MD Garp, on voit qu'il y a du monde qui nous rejoint, donc c'est cool et Anthony qui acquiesce, qui regarde tous les lives. Merci Anthony, c'est trop cool. Donc pour commencer, est-ce que, vous savez déjà ce qu'est, une cybermenace? De quoi on parle quand on parle de cybermenaces? Parce que c'est vrai qu'on va en parler, un peu tout le long, que c'est un peu embêtant si vous savez pas de quoi on parle. Qu'on va reposer un peu le cadre. J'attends les commentaires. Aurélien, est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être, très rapidement ce qu'est une cybermenace? Du coup, une cybermenace, je pense que vous en avez tous, entendu parler plus ou moins. Ça peut être différentes choses, mais c'est une menace qui va vous concerner à partir du moment où vous avez accès à internet, ou vous utilisez un matériel informatique. Et donc du coup, les cyberattaques, les cybermenaces, ça concerne vraiment tout le monde aujourd'hui. Ça concerne pas que, le milieu de l'entreprise. On est tous, vulnérables à partir du moment où on a un accès, à internet, à ces fameuses, cybermenaces. C'est comme dit Anthony, une cybermenace, ça va être une activité qui vise à compromettre la sécurité d'un système d'information. Tout à fait, c'est exact. Ce que dit Anthony, ça résume très bien ce qu'est, une cybermenace dans son ensemble. Top. Il dit quand même: «Merci internet», donc merci Anthony quand même d'être allé chercher. C'est cool. Donc comme tu l'as très bien dit Aurélien, c'est vrai que ça concerne à la fois les entreprises et que c'est un peu un vocabulaire un peu compliqué quand on s'y connaît pas trop, ça peut faire un peu peur et c'est vrai qu'on se menace enfin on se sent moins menacé peut-être quand on est, dans sa vie personnelle ou que c'est pas, pour une entreprise et on met peut-être moins de choses en place. Dans cet article, que j'ai trouvé chez, Numérama qui est paru, il y a 6 jours donc on essaye de rester sur des actus, assez récentes. Il y a un rapport de la société de cybersécurité Trend Micro. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le chat et si tu connais Aurélien, si c'est Oui. une, société assez, assez connue dans le milieu, qui a publié donc le 27 octobre, un rapport et dedans, ils disent qu'ils ont identifié un programme qui produit en fait en masse des faux comptes sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle donc Kopishka, ça veut dire, une pièce en russe
et c'est payant, donc c'est un service qui va permettre de créer plein de comptes en vérifiant, vous savez, du coup, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Donc c'est un service qui propose de le faire assez facilement, même si on n'a pas de numéro de téléphone et cetera. Il y a des solutions qui sont mises en place. Est-ce que tu connaissais toi, Kopichka, Aurélien? Et est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre de programme? Alors non, du coup, je connaissais pas, cette plateforme à proprement parler et très sincèrement, je connaissais pas vraiment d'équivalent à cette plateforme-là, donc j'ai découvert quand j'ai vu l'article aussi, sur Numérama, parce que c'est un article qui a pas mal tourné. Par contre, là où je suis surpris, c'est qu'à la base, donc Kopechka, c'est une plateforme qui permet de créer des faux profils et cette plateforme, ce qui est très surprenant, c'est qu'elle est légale, de base. Parce qu'en fait, la plateforme, elle est pas malveillante. Enfin, pas malveillante, plus ou moins, parce que déjà créer un faux profil, ça veut dire, mentir sur son identité numérique. Déjà, c'est pas forcément très clean. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette plateforme-là, comme tu l'as dit, elle est accessible, c'est payant. Pour y accéder, il faut payer, il faut créer un compte et faut payer le service. Mais en tout cas, c'est tout à fait légal. Après ce qui devient bon déjà de base, moi je trouve que le fond est pas forcément très légal, perso. Je sais pas ce que vous en pensez, tous, mais et puis toi Fanny, mais enfin voilà, déjà rien que l'idée de la plateforme, elle est pas incroyable. Mais c'est surtout derrière, que comme c'est une plateforme qui est quand même accessible publiquement, même s'il faut payer un compte, tu vas pouvoir l'exploiter. Donc tout un chacun peut se connecter dessus, créer son compte, payer le service et l'utiliser pour faire tout ce qu'il veut. Et derrière, bah, forcément, ça va découler, des petits malins qui vont développer des scripts pour exploiter cette plateforme-là. Et là, c'est ce qui est arrivé et c'est ce qui est expliqué dans l'article de Numérama, c'est que cette plateforme a été détournée, donc son objectif «légal» entre guillemets, a été, détérioré par des petits malins qui ont développé des logiciels pour exploiter cette plateforme de manière massive et donc créer des profils faux sur, bah, tout et son contraire, sur du Facebook, sur du Twitter, enfin du X, sur du Mastodon et cetera. Et c'est là que ça devient, déjà que l'enjeu de la plateforme est pas très moi je trouve pas très légal, mais en plus l'utilisation qu'en est fait derrière, est vraiment, malveillante, pour le coup. Ouais, complètement, parce que ça peut un peu faciliter, on va dire, les opérations, cybercriminelles. C'est encore un grand mot, mais en tout cas, si des personnes veulent faire passer une fausse info ou faire des arnaques avec des bots, notamment sur Facebook, en ce moment, je sais que c'est assez répandu sur les pages. On reçoit, des messages en disant, «Attention, votre page va être supprimée, vous avez, violé les conditions de Facebook» et cetera. En fait, c'est des faux comptes, mais qui ont l'air assez réels parfois, avec des liens sur lesquels on peut, cliquer. Donc j'ai pas testé pour vous, hein, désolée, mais je pense qu'il vaut mieux pas cliquer parce qu'après ils vont, voler les données, les mots de passe et cetera et c'est assez dangereux, mais ça fait aussi penser à tout ce qui est fraude par SMS, tous les SMS qu'on peut recevoir de contraventions à régler, de soldes, restant à la CAF, enfin ce genre de choses. Est-ce que, ça c'est aussi lié, enfin c'est des faux numéros qui sont, à l'origine de tout ça, Aurélien ou? Bah, de toute façon, oui, enfin, généralement, comme tu l'as dit là sur les SMS que tu vas recevoir, des SMS frauduleux, généralement, c'est des numéros qui sont utilisés de manière malveillante et qui ont été vérolés. Donc ça va être soit des numéros fictifs, soit ils vont réutiliser par, différents mécanismes des numéros existants, des vrais numéros. Là, c'est encore un peu autre chose que le sujet avec Kopechka, mais c'est très lié, ouais. Et des plateformes qui te permettent d'envoyer des SMS, alors que tu as pas de téléphone, par exemple, ou tu pas c'est pas ton forfait, c'est pas ton téléphone, c'est pas ton compte. Il y en a qui existent aussi. Donc forcément, bah, du coup, encore une fois, tu sais pas forcément qui va le faire, donc ça va être utilisé, détourné. À la base, l'objectif, il est plutôt, sympa et puis, au final, ça va être Mmh. mal utilisé, enfin utilisé de manière malveillante pour récupérer de l'information, t'envoyer sur des plateformes illégales pour te faire payer un service qui n'existe pas et cetera et cetera. Et est-ce que ça, tu as un moyen de le savoir si quelqu'un utilise ton numéro pour faire ces pratiques frauduleuses ou pas du tout? Bah, non, en fait, techniquement, tu as aucun moyen de savoir si ton numéro est utilisé, à part si tu as des plaintes, que d'un coup tu reçois des Mmh. courriers divers et variés. Mais là, admettons, c'est tout à fait possible que si tu as un numéro de portable, il soit utilisé actuellement, en fait. Ça, tu peux pas le savoir, tu as aucun moyen technique, de le savoir. C'est OK. pas possible de tracer ce qui est fait, en tout cas à notre niveau. Après, il y a des niveaux, au-dessus, notamment quand il commence à y avoir des enquêtes, faites par la gendarmerie et cetera. Ils ont des moyens techniques de tracer ce qui se passe sur un numéro de téléphone et je pense qu'ils ont même moyen de savoir que, ton numéro de téléphone a été utilisé
et depuis quelle destination et cetera. Il y a des outils, mais ça, nous, c'est pas à notre portée et donc non, 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 tu peux pas savoir quand c'est utilisé. OK, très rassurant. Merci. Est-ce que, dans le chat, ça vous est déjà arrivé de recevoir ce genre de SMS, de mails et cetera? Ou est-ce que, vous vous protégez, assez bien? Enfin, à quel point vous vous souciez de la sécurité de vos données justement, en ligne? Pour info, dans l'article, ils disent justement que le risque un peu, c'est que tous les faux profils qui sont créés comme ça peuvent amplifier des fausses infos justement, sur les réseaux. Et il y a Earthweb, donc qui est, aussi mentionné dans l'article, qui a estimé qu'il y aurait entre 22 et 65 millions de bots, ne serait-ce que, sur X, et ça, c'était avant le rachat par Elon Musk, parce que maintenant on a moins de chiffres sur la plateforme. Donc pour vous dire que c'est vraiment un problème colossal, c'est pas, un petit problème. Ah bah, Anthony, ma femme, pas plus tard qu'hier. J'espère qu'elle a pas cliqué, enfin que c'était, c'est toujours la, difficulté aussi, c'est que des fois ça a l'air tellement évident que c'est faux, qu'on se dit: «Ah mais non, c'est pas possible», ou parfois c'est tellement bien fait à l'inverse qu'on a vraiment du mal à pas cliquer, à se dire, «Mais non, j'ai pas de contravention, tout va bien». Enfin, des fois ça joue vraiment sur des peurs, non, non, je lui ai dit: «Ne fais rien». Super Anthony, tu es un bon mari. Tu protèges les données de ta femme, c'est top. Ouais, en taille. Bah, je l'ai reçu aussi, il y a pas longtemps, et j'ai même pas le permis, j'ai pas le code. Donc vraiment, c'est quand moi je reçois ce genre de SMS, je me dis: «Mmh, vous pourriez mieux cibler quand même, à qui vous l'envoyez». Ça, moi, Mais j'ai bon. reçu un SMS, en provenance, du coup, pas de la CAF, mais qui se faisait passer pour la CAF et du coup, comme j'ai des enfants, bah, tu as des aides divers et variées, machin et là, franchement, le truc était assez crédible et sauf que bon, bah, forcément, tu as un lien un peu bizarre dans le SMS que Mmh, tu reçois, donc déjà, le lien, c'est pas, CAF.fr, c'est, un truc un peu bizarre, donc mais très sincèrement, le message, il y avait pas de faute d'orthographe. C'était assez court. C'était, je sais plus exactement parce que c'était il y a 2-3 mois et je me rappelle plus la teneur du message. Puis en plus, moi, du coup, sur Android, je suis sur Android pour le smartphone, ça me l'a mis en spam directement, en fait. Ça a mmh, détecté que c'était malveillant. Donc j'ai quand même été regarder parce que je voyais que l'auteur était, bah, c'était écrit CAF, quoi. Donc je suis quand même allé voir au cas où, mais effectivement, c'était pété et je pense bien qu'il y a des personnes qui ont pas des téléphones très récents et typiquement qui vont recevoir ce type de message, ils vont cliquer sur le lien et puis ils vont pas chercher plus que ça et c'est même si aujourd'hui, le sujet de la cybersécurité, on en parle de plus en plus parce que, c'est quand même, ça a toujours existé, enfin ça a toujours existé. Ça existe depuis les premiers virus, les premiers vers informatiques, ça existe depuis les années 70. L'informatique grand public, pour moi, ça s'est démocratisé dans les débuts 2000 et quand tu arrives, déjà en dé dans les années 2000 où on commence à avoir l'ADSL et cetera, donc internet qui se démocratise au sein des foyers. On commençait déjà à parler, des virus et des attaques comme ça, avec des trucs un peu falsifiés, notamment par les des attaques par mail à l'époque qui étaient, le plus propagé, quoi. Donc là, maintenant, tout le monde quasi a un smartphone. Moi, je vois mes parents, qui sont, qui sont des années 50, heu, du coup, ils ont des smartphones aujourd'hui. mmh, Quand ils reçoivent ce genre de truc, eux, ils bondissent, quoi. Ils: «Ah bah direct, c'est la CAF qui m'envoie un truc, bah, faut que j'aille dessus, faut que j'aille régler le mmh. truc» et eux, ils se font avoir, quoi, typiquement, et Ouais, ils ces sont moins attaques, elles conscients. sont bah, oui, oui, ils sont moins conscients que nous, quoi. Même si de plus en plus on en parle dans les actualités et cetera, donc faire attention et bon. Il y a Random justement qui dit, «Avec l'avènement de l'IA, c'est pas compliqué de faire un message sans faute», donc qui paraît encore plus crédible, et il y a Voilà. moins de barrières de langue, et ouais, exactement, c'est vrai que les outils se développent, mais du coup, les mauvais usages aussi, se développent, assez vite en parallèle, et bientôt avec les voix générées par IA. Ouais, complètement. J'ai déjà vu des arnaques, de ce genre avec, des faux messages vocaux de personnes, qui disent, «C'est moi, envoie-moi de l'argent, j'ai besoin d'argent», enfin, ce genre de choses. Faut quand même avoir des données en amont quand même sur, les personnes qu'on cible. Mais, ouais, effectivement, nos parents vont être en grande difficulté. C'est pas impossible que nous, on soit en difficulté aussi, hein. On n'est pas Bah, tous, pros, mais c'est sûr que là, les IA, on en parle de plus en plus tous les jours. Il y avait même un sujet là, vous en aviez parlé, sur Twitch là, il y a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines en arrière. Et les IA, ça peut être, très, très, très enfin, c'est à la base, c'est quand même quelque chose de magnifique. C'est un super bel outil qui commence à arriver. En plus, maintenant, tout le monde peut l'utiliser. Par contre, ça peut être hyper dangereux. Et autant les LLM là, les générateurs de texte style ChatGPT, que toutes les IA qui vont générer de l'image et comme le dit Random, tout ce qui est voix, générateur de voix.
Je suis tombé sur vous avez sûrement entendu parler là, les fameuses vidéos, les deepfakes où du coup c'est, une personne lambda qui a un logiciel il va se filmer et puis il va se faire passer pour, alors souvent là ce qui tourne c'est des personnalités connues, type, Brad Pitt, Mmh. Tom Cruise, des choses comme ça et franchement les vidéos, quand tu tombes dessus au tout début sur des réseaux sociaux, style moi la première fois j'ai vu ça sur Instagram, bah, la vidéo elle paraissait pas trop déconnante, ça paraissait assez crédible en fait. Quand tu connais pas du tout ces trucs-là, que tu en as jamais entendu parler en amont et tu voyais un mec style Tom Cruise du coup, avec la le faciès de Tom Cruise et ça paraissait vraiment super crédible. Alors après, bon, bah, quand tu regardes de près, tu vois quand même qu'il y a encore des petites, imperfections. Tu arrives à te rendre compte quand même, puis surtout tu vois Tom Cruise d'un coup qui danse la polka, enfin qui fait des trucs, un peu, bizarres. Mmh. Voilà. Mais très sincèrement, si la personne était un peu plus sérieuse, faisait un peu plus gaffe à ce qu'elle faisait, elle pourrait vraiment se faire passer pour Tom Cruise, pour le coup. Et ce genre d'outils, qui utilisent les IA ou pas, hein, d'ailleurs, se perfectionnent de jour en jour, donc ça devient hyper dangereux. Complètement. Il y a Random qui dit: «On peut le faire en live aussi maintenant», donc encore plus dangereux. Enfin, ça se trouve, Mais ouais. le visage que vous voyez, c'est pas le mien, parce que j'ai masqué mon visage avec un logiciel, bon là, si je l'avais fait, Faudrait qu'on je me teste serais ça. fait passer. Non, mais c'est vrai que c'est ça, c'est assez, assez fou. Et la voix, c'est pareil, il y a encore quelques semaines en arrière, enfin quelques mois en arrière, la voix, c'était pas encore incroyable. Et tu passes un mois après, la voix, ils arrivent à te faire chanter, Elvis, tu as l'impression que c'est Elvis qui chante. Mmh. Et vraiment quoi, tu écoutes une vraie piste enregistrée de l'époque et une piste, générée par IA et franchement la voix, c'est vraiment bluffant, Ouais, c'est fou. hein. Ils ont ressorti là aussi une chanson des Beatles, une nouvelle. Bon après il y avait déjà des enregistrements qu'ils ont un peu, remasterisés, ils ont un peu Tout à mixé le fait, ouais. tout, grâce à l'IA, mais c'est impressionnant franchement, vraiment. Je passe, un petit peu vite parce qu'il nous reste plus que 10 minutes, ça passe trop vite. On voulait aussi vous parler, justement de l'attaque, mais plus au niveau entreprise, parce que c'est vrai qu'a priori on travaille, quasiment tous. Peut-être pas, pas de discrimination, envers les personnes qui ne travaillent pas, mais je sais pas dans le chat, si vous travaillez, à votre compte pour des entreprises, et cetera. Hem, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi de grosses menaces, à ce niveau-là. Est-ce que vous, vous vous sentez, en danger justement en ligne, personnellement et pour les entreprises pour lesquelles vous travaillez? Est-ce que, vous vous sentez plus en danger, moins en danger? Comment vous faites pour protéger les données justement? Et comment on peut, protéger, nos données en ligne? C'est un grand sujet. Mais c'est vrai que les entreprises ne sont pas épargnées et récemment Boeing a été, victime d'un ransomware, j'espère que je le dis bien. Aurélien, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, ce que c'est, Bah, en fait, un ransomware là, pour faire très simple, c'est, un logiciel malveillant qui va s'infiltrer sur un réseau informatique, notamment la plupart du temps, c'est des grosses entreprises qui vont être ciblées parce que du coup, l'objectif de ce ransomware, c'est de récupérer de la donnée, typiquement là, ça va être dans le cas de Boeing, ça va être un cryptovirus qui va chiffrer la donnée des serveurs sur lesquels il a été, installé, dans le but de demander une rançon. Donc, c'est-à-dire que là, en gros, on fait de la prise d'otage avec les ransomware sur vos données numériques, dans le but de vous faire payer une rançon pour que vous puissiez les récupérer. Donc, c'est-à-dire les déchiffrer, puisque ce ransomware va typiquement les chiffrer, donc elles sont plus lisibles, ou sinon, on va vous menacer, si vous ne payez pas, de les revendre. Et donc, dans le cas d'entreprises de type Boeing, il n'y a pas que Boeing qui a été impacté, hein, ces derniers mois. Mais Boeing, voilà, c'est une des dernières à avoir été attaquée par un cryptovirus qui s'appelle Lockbit, qui est assez connu dans le domaine des ransomware. Et donc, du coup, bah, là, effectivement, ils se sont fait prendre en otage leurs données. Donc, ça va être des données qui peuvent avoir un gros impact sur l'activité de Boeing, et notamment des données qui peuvent concerner les clients. Donc tous ceux qui passent par la compagnie Boeing pour acheter, des billets d'avion et cetera. Donc là, les ransomware, c'est ça, c'est vraiment un logiciel malveillant qui va avoir pour objectif de demander une rançon, donc de prendre en otage vos données pour, vous demander de payer pour, vous libérer vos données, pour faire simple. OK, ouais, c'est un peu le de façon cliché, la scène dans les films où l'écran d'ordi devient tout noir et là, on a un gros message: «Attention, nous avons toutes vos données» et cetera, C'est OK. ça. Et est-ce que toi, tu avais vu passer justement cette info et enfin alors,
en fait, c'est un peu flou parce qu'on sait pas vraiment si Boeing a payé ou pas Non parce et que, ça tu le et on le sauras saura jamais. jamais, enfin, ouais. Tu le sauras jamais pour la bonne et simple raison que s'ils admettent qu'ils ont payé, alors ça se trouve ils ont payé, ça se trouve ils ont pas payé, mais s'ils admettent, publiquement qu'ils ont payé, ça va amener à se dire que, bah, c'est rentable, c'est lucratif. Du coup, ils ont payé, donc ça va inciter d'autant plus les pirates informatiques à se lancer dans ces domaines-là et à attaquer les grosses compagnies. Et même quand bien même tu as pas l'information, voilà, Lockbit, ils sont assez connus, je sais pas si vous les connaissiez, si vous en avez déjà entendu parler. Ils en sont pas à leur première attaque, réussie. On ne sait pas du tout s'ils sont rémunérés derrière ou pas, mais j'imagine que oui. Dans beaucoup de cas, ils doivent être rémunérés parce que derrière, ce qui va se passer, c'est que ça va déclencher tout un tas de petites choses. Là, Boeing, ils ont dû, donc quand ils ont constaté la chose, ils ont dû recevoir un message qui leur a dit: «Bah, voilà, on a pris en otage vos données» et cetera. Enfin, voilà, pour leur expliquer que ils ont dû analyser la chose, se rendre compte que: «Ah bah mince, oui, effectivement, c'est vrai, on s'est vraiment fait, shooter nos données là». Du coup, ils vont appeler, des organismes divers et variés, dont notamment ils doivent faire appel à l'ANSSI normalement, qui est un organisme gouvernemental qui va intervenir sur tout le domaine de la cybersécurité, que ce soit en entreprise ou pour les particuliers, mais surtout dans le cadre des entreprises. Et ça va être un peu le gendarme d'internet, quoi. Et eux, ils vont lancer des enquêtes, ils vont analyser la chose et cetera. Et c'est eux qui vont dire à Boeing ou pas de prendre la décision de payer, ou de pas payer, quoi. OK, Là, typiquement, je pense que les données, ça va dépendre de ce qui a été, subtilisé, mais il y a de fortes chances que derrière, que une partie de la rançon soit payée. Qu'il y ait un arrangement avec les pirates. Même si leur objectif, c'est d'essayer de pas payer pour éviter que ça se reproduise, ce genre de choses. mmh. Et justement, quand tu dis, enfin, ça se reproduit et cetera, est-ce que ça veut dire que ce type de menace, c'est assez facile, d'en subir? Ou est-ce que vraiment, en Non, là faisant attention, on peut s'en prémunir un peu? là, on arrive vraiment sur des domaines un petit peu plus compliqués, complexes. Là, c'est ce type d'attaque va plus concerner les grosses structures que les petites et va pas trop concerner non plus le grand public. On va pas attaquer, toi, on va pas t'envoyer enfin, si on t'envoie un ransomware, ça sera plus pour t'embêter ou alors, c'est que tu as eu un héritage récent et la personne qui t'a attaqué le sait. Mais voilà, non, typiquement, les ransomware, c'est vraiment dans le but d'essayer de récupérer un maximum de fonds. Donc, ça va être les grosses structures qui vont être attaquées. Bon là, c'est Boeing, hein, c'est quand même pas n'importe, quelle structure, quelle boîte. Mais tu vois, récemment, je sais plus, ça devait être dans les début 2023, là, Boeing, c'est une compagnie aérienne. Tu as eu, Nux qui a été attaqué sur le même principe. Nux, c'est une boîte qui travaille dans le cosmétique. Donc c'est une boîte de luxe, dans lequel, bah, pareil, ils doivent, c'est une boîte, cosmétique, où ils doivent avoir quand même pas mal de rentrées d'argent. Bah, typiquement, ils ont été attaqués. Alors que pourtant rien à voir avec l'aviation, rien à voir, Nux, je sais même pas si vous connaissez, moi j'en ai entendu parler, j'en ai entendu, Mmh. je suis pas dans le domaine de la cosmétique ou quoi que ce soit, mais j'en avais entendu parler en suivant les actualités, sur ce sujet-là. Et il y a pas que Nux, il y a eu aussi, il y a eu Air France, pour en revenir sur les compagnies aériennes. Il y a eu Air France aussi, qui a été, victime sur une de ses branches, qui a été victime d'un cryptovirus du même principe. Il y a eu Booking aussi, Booking qui a été attaqué de la même façon. Enfin, tout un tas de boîtes en fait et de tous secteurs confondus, mais ça va être vraiment que des boîtes qui ont un potentiel financier, important, qui vont être OK. attaquées, principalement. Et c'est vrai que, comme tu dis, enfin, les entreprises n'ont pas forcément intérêt à communiquer sur les attaques parce que ça met un peu en péril leur image aussi. Enfin, ça veut dire qu'elles se sont mal protégées pour des gens qui connaissent peut-être pas beaucoup le domaine, comme moi. Enfin, la question que je t'ai posée: «Ah, mais peut-être qu'elles ont mal fait leur travail, peut-être que c'est pas sécurisé, ça craint, je vais plus commander chez eux». Enfin, ça peut un peu amener un Ah bad bah, ça buzz met un aussi froid, et de ça la ça met un crainte. froid, hein. C'est sûr que après tu réfléchis à 2 fois quand tu vas t'inscrire sur un de ces Ah sites ouais. et acheter un Mmh. produit en ligne chez eux, enfin, ça fait flipper, hein, parce que tu sais que ta donnée perso à toi, elle a peut-être transité, elle va peut-être être revendue, exploitée, de différentes façons après coup, quoi, donc c'est toujours flippant. Et est-ce que du coup, tu penses qu'il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent là-dessus? Ou est-ce que au contraire, parce qu'on a des chiffres sur les cyberattaques et cetera, tous les ans, est-ce que le chiffre, il est un peu, sous-évalué parce qu'il y a des entreprises qui essayent de cacher ces attaques? Ou est-ce qu'on a quand même, beaucoup d'infos là-dessus? Non, je pense que tu as beaucoup d'entreprises qui passent un peu le truc, en sous-marin et qui essayent de Mmh. pas justement, comme tu l'as très justement dit, éviter de communiquer pour perdre, en qualité, pour pas ternir leur image, en fait. Donc après, tu vas avoir des attaques comme celle de Boeing, je sais pas trop, tu vois, d'où ça émane, à la base, d'où l'information sort.
pense qu'il y a eu une communication en interne au début et puis après petit à petit c'est ressorti. Mais je pense pas qu'à la base tu aies envie que tout le monde sache que, après ils ont quand même un devoir d'information. Parce qu'à partir du moment où il y a de la donnée, qui peut être de la donnée publique qui a été, subtilisée, ils ont l'obligation de donner l'information. Donc, notamment des groupes comme Boeing, à mon avis, voilà, ça on leur a pas trop donné le choix que de donner, enfin, c'est obligatoire. Mmh. Parce que voilà, ça peut concerner tes données si tu avais, ton compte chez eux. Complètement. OK. Bah, merci beaucoup pour toutes les infos. Ça éclaire un peu cette affaire et les cyberattaques en général. Pour terminer, il nous reste vraiment, pas beaucoup de temps. Ça passe beaucoup trop vite. Heu, je voulais, te montrer, cette, vidéo, donc je pourrais pas te la montrer du coup, en entier, mais vous pourrez aussi aller la voir, les personnes dans le chat après. Je sais pas si d'ailleurs vous l'avez vue, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, si vous avez vu passer cette vidéo. C'est, une enquête, donc de, Simon Puech qui, raconte l'histoire, comme il le dit, d'un fraudeur sans limite. Pour faire court, c'est en fait, 2 entrepreneurs qui ont proposé à un trader des flux d'infos quotidiennes sur, plein d'entreprises, cotées en bourse avant que ces infos deviennent publiques. Parce que quand ces entreprises sont, justement, cotées en bourse, qu'elles peuvent vendre des actions, on a des rapports un peu de santé sur ces entreprises pour savoir si elles sont en bonne santé ou pas et donc si, elles vont valoir plus dans les jours, semaines à venir ou pas et c'est intéressant pour les traders parce qu'ils vont pouvoir, bah, lire tout ça et puis, se positionner par rapport à ça et donc, des hackers ont réussi à pénétrer dans le système de boîtes qui recevaient ces infos et à les intercepter avant qu'elles deviennent publiques. Donc eux, ils ont monté un système, complètement frauduleux, mais énorme avec, vraiment beaucoup de personnes et donc c'était un grand, délit d'initié puisqu'ils avaient, toutes les infos avant tout le monde et ça leur permettait d'investir de l'argent en conséquence et c'est des infos qui n'étaient pas publiques, donc ils ont pu se faire beaucoup d'argent, comme ça. Je le vulgarise très vite, j'espère que ah bah super, vous avez vu la vidéo donc en fait, je résume, je résume pour rien. C'est super si vous l'avez déjà vu. Hem, est-ce que, c'est des cas ça, qui peuvent être, très répandus aussi ou pas? Parce que c'est vrai que c'est assez dur, bah, finalement de voir que quelqu'un a pénétré dans notre, serveur et dans, nos réseaux et cetera. Est-ce que, ça c'est quelque chose qui est dur aussi à mettre en place? Est-ce que ça arrive fréquemment ou? Bah, les éléments de sécurité pour se prémunir de ces trucs-là, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais le problème, c'est que les attaques et les moyens de frauder ces systèmes-là évoluent aussi en parallèle. Tu as plusieurs types de failles, et tu peux avoir aussi des failles humaines, malheureusement, que tu vas pas pouvoir corriger là, pour le coup. Donc non, c'est toujours difficile de se prémunir à 100 de sur ces systèmes informatisés des fraudes. Après, tu vois, là, pour cette image-là, pour cette vidéo-là et tout ce qui s'est passé autour de ça, à partir du moment où les fraudeurs vont faire énormément d'argent, ils vont se faire à un moment donné, ça va leur tomber dessus. Et je pense que tu en as qui sont beaucoup plus malins que ça, qui trouvent des failles diverses et variées dans différents systèmes et que ce soit dans la bourse ou autre, hein, la crypto-monnaie aussi beaucoup, mais qui vont faire un peu moins d'argent, donc faire moins parler d'eux et vont pouvoir mener leur petit train de vie tranquille, en fraudant le système, comme, ça a été le cas pour cette histoire-là. Et là, on parle de sommes beaucoup plus importantes, ils ont été un peu trop gourmands, Mmh. pour le coup. Mais non, après, tu peux pas te prémunir à 100 et je serais tenté de dire, là, pour le coup, ça touche tout le monde. Même toi, ta petite connexion personnelle, tu peux être, sensiblement victime d'une attaque, aléatoire, pas forcément une attaque ciblée, sur laquelle, bah, tu vas avoir une personne qui va réussir à avoir accès à tes informations, à ton ordi, faire des trucs, malveillants avec ton système informatique donc voilà, c'est très difficile de s'en prémunir. Il y a des moyens de freiner les attaques et de freiner les tentatives d'escroquerie, mais s'en prémunir à 100 à ma connaissance, ça n'existe pas. Bah, c'est top parce que tu nous as fait un petit condensé justement, j'allais te demander un peu les bonnes pratiques ou les conseils que tu pouvais donner pour s'en prémunir et est-ce que c'était facile ou non? Tu viens un peu de le faire, mais, pour conclure un petit peu, si tu devais donner peut-être 2 ou 3 conseils à des néophytes ou des personnes qui font attention, 2 sur 10 à leurs données, comment on peut, faire un peu plus attention et faire évoluer, la sécurité de nos données? Bah, du coup, typiquement, tu utilises, Kopechka, tu te crées un faux profil, tu utilises que ce faux profil pour faire tous tes trucs. Non, mais c'est sûr que pour s'en prémunir, c'est toujours très difficile.
d'autant plus qu'on est tenté toujours d'utiliser, bah, de plus en plus nos smartphones et cetera. Pour simplifier la vie, on enregistre nos données personnelles partout. Typiquement, aujourd'hui, les premières failles de sécurité qu'on exploite tous, c'est on insère nos numéros de carte bancaire sur des plateformes diverses et variées, pour se simplifier la commande en ligne. Donc typiquement, tu vas aller sur n'importe quelle plateforme, au bout du tunnel d'achat, ils vont te demander si tu veux enregistrer tes informations de carte bancaire. On a encore beaucoup qui le font aujourd'hui, ce qui fait que ta donnée, elle est stockée tu sais pas où, tu sais pas par qui, et potentiellement tu peux te faire, shooter ton compte bancaire à cause de ce genre de truc. Donc là et au-delà du compte bancaire, je pense que toutes les données personnelles que tu es amené à renseigner quelque part, faut faire super gaffe, quoi. Et moins tu peux en donner, mieux c'est. Après, on le sait tous, quand tu veux utiliser un service sur internet, tu es obligé d'entrer au moins un numéro de téléphone, c'est tout le temps obligatoire, ton adresse mail, nom, prénom, bon, bah, forcément, si tu veux pouvoir passer commande ou quoi que ce soit, ton adresse et tout ça, typiquement, si tu veux te prémunir de petites attaques ou de récupération de tes données, déjà, moins tu en mets et mieux c'est. Mmh. Et après, à titre personnel, bah, essayer d'éviter de mettre, le même tu sais, les trucs, les conseils classiques, quoi. Essayer d'éviter de mettre le même mot de passe partout, si tu utilises le même mot de passe sur toutes les plateformes, ça c'est voilà, c'est très, très mauvais. D'utiliser des logiciels, notamment, sur ton ordinateur et sur ton smartphone quand tu peux, antivirus, des pare-feux, choses un peu classiques, hein, des conseils que vous avez probablement tous déjà entendu parler. Heu il y aurait plein de choses à dire, en fait. On pourrait y passer, 30 minutes Mmh. de bons conseils. Tu as des logiciels, voilà, comme dit, Anthony, Dashlane, 1Password. Alors pareil à utiliser, avec parcimonie parce que notamment dans le cas de 1Password, ils ont été victimes d'attaques et de piratage, Dashlane aussi. Tu as tout un tas de plateformes comme ça qui sont intéressantes parce que c'est des portefeuilles de mots de passe, ce qui te permet justement d'utiliser, tes mots de passe, des mots de passe aléatoires, donc que tu ne connais pas toi-même, mais que tu vas pouvoir, utiliser au travers des différents comptes que tu vas te créer. KeePass, voilà, comme dit Pwish, très bien ça pour le coup, KeePass, parce que là, c'est une plateforme qui va pas être centralisée, donc ça va être un logiciel que tu vas installer sur ton ordinateur et ça va rester sur ton ordinateur pour le coup. Tu vas pas le faire OK. transiter sur des réseaux divers et variés. Et ça, c'est une bonne pratique d'utiliser ce type de logiciel parce que, derrière, ça va ça va te permettre de ne pas utiliser le même mot de passe partout. Bah, c'est des super recos pour commencer. Enfin, si déjà on fait pas ça et qu'on commence à le faire, je pense que ça augmente un peu plus la sécurité, de ce qu'on fait en ligne donc merci beaucoup pour, toutes ces infos. Je pense qu'on va commencer à clôturer le live. Ah, avant ça, on a un commentaire hyper intéressant. Bonjour, il est intéressant pour éviter de se faire voler son mot de passe de l'enregistrer une fois sur un gestionnaire de mots de passe qui va crypter tes mots de passe avec le format AES le plus souvent, qui est un excellent algo de cryptage de données symétriques et qui est inviolable. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus des gestionnaires de mots de passe. Il me semble que même Google s'y est mis. Alors je sais pas, au niveau, sécurité et cetera, s'il y en a qui sont mieux que d'autres. Mais en tout cas, ouais, super reco aussi d'avoir, un petit gestionnaire. Ça évite de les noter, sur une fiche Excel, ou quelque part, où tout le monde peut les trouver au final et du coup, c'est pas forcément hyper, sécurisé. Donc merci Sultan Truite pour ton commentaire. Merci à tous, d'avoir suivi, le live. On va avoir un prochain, événement qui s'appelle le Wild Talk, sur le thème de la cybersécurité le 7 décembre à Paris. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, hésitez pas à suivre un petit peu, ce qui va se passer autour de ça. On a aussi, M. Descartes qui nous dit: «Celui de Google a eu une faille à un moment donné». Donc pour l'instant, on va peut-être pas recommander celui-là du coup. Merci pour la précision et puis, on se retrouve le 21 novembre pour le prochain stream. Cette fois, on parlera de product design. Alors même si c'est pas votre domaine de prédilection, n'hésitez pas à venir, ce sera, toujours intéressant et encore merci, d'avoir été là aujourd'hui. Bon appétit à tous et dans 2 semaines du coup et merci Aurélien. Merci Fanny, merci à tous d'avoir participé et puis bon appétit. À Bon bientôt. appétit.